y a eu plusieurs projets de ce type. Celui qu'on retient habituellement parce que c'est le plus important, qu'il a eu le plus de postérité, c'est le projet de Kant. Kant qui envisageait une fédération de régimes d'États républicains, ce que veut dire en gros aujourd'hui on dirait États libéraux et démocratiques, États de droit démocratique, qui ensemble seraient liés par un traité de paix perpétuelle qui mettrait donc la guerre hors la loi. Et très clairement, la Société des Nations s'inspirait de ce modèle kantien et dans une certaine mesure, l'ONU également. Alors il s'agissait pas pour Kant d'un État mondial, il s'agissait bien d'États indépendants. Pour lui, un État mondial serait nécessairement une dictature et il fallait la concurrence entre les États pour leur garantir leur forme républicaine, c'est-à-dire des libertés à leurs citoyens. Alors, il faut rappeler qui sont Henri Lafontaine et Paul Hotelet, même s'ils sont aujourd'hui célèbres. On les connaît comme les fondateurs du Mondanéum, et c'était deux juristes de l'ULB qui participaient à l'école de Bruxelles et qui ont eu pour caractéristique de s'intéresser d'emblée non pas au droit d'un point de vue national, mais au droit d'un point de vue mondial. Ils participaient à un large mouvement de l'époque, qui est un mouvement pacifiste, qui s'appelle le mouvement des internationalistes. Alors, ce mouvement des internationalistes, ça ne veut pas dire des spécialistes de droit international public ou privé tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est des adversaires du nationalisme. On avait profité sauf le conflit franco-allemand de 1870, près d'un siècle de paix en Europe, sur le continent européen, et Hotelet et Lafontaine, les internationalistes, s'inquiétaient beaucoup du danger du nationalisme qui amenait à des propos très belliqueux, à une course aux armements, à un impérialisme via notamment la colonisation qui amenait une sorte de prédation des ressources et de privatisation des ressources naturelles de la Terre, et il voyait tout ça comme conduisant directement à une guerre européenne ou mondiale, ce qui effectivement est arrivé. Alors, eux ont poursuivi le projet suivant, c'est cette idée qu'en créant suffisamment au niveau des sociétés civiles des liens entre les personnes et les groupes, de liens de communication et de solidarité, c'était la meilleure manière de lutter pacifiquement contre la guerre. Et comment ils ont fait ça? Il y a ce projet incroyable qui était le recensement de tous les ouvrages publiés. Ils ont fait 13 millions de fiches et 7 millions avant la guerre de 14. Et avant la guerre de 14, on avait publié beaucoup moins de livres qu'aujourd'hui. Qui préfigure, alors on a considéré qu'Hotelet est un précurseur, peut-être le premier qui théorise l'Internet. Avant, les Américains considèrent ça, c'est une vedette aujourd'hui aux États-Unis et dans le monde de l'Internet. Google célèbre Paul Hotelet et le Mondanéum. On écrit des livres sur lui. Donc cette idée qu'un réseau de communication mondiale allait créer des liens de solidarité, effectivement, au fond, comme nous l'expérimentons aujourd'hui avec l'Internet comme espace de communication et de savoir, aussi de propagande, ça, ils ne l'avaient pas conçu. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Ils voulaient également... Ils ont créé, c'est pour ça qu'Henri Lafontaine a eu le prix Nobel de la paix d'ailleurs, ils ont créé une union des associations internationales, c'est-à-dire des ONG, dont la moitié était située à l'époque à Bruxelles. La moitié des ONG du monde étaient situées à Bruxelles, il y avait un rôle très important dans la vie internationale de Bruxelles, et eux ont fédéré toutes les ONG, toute l'union des associations internationales dans le même esprit. Ils étaient aussi, c'était des socialistes. Ils étaient à gauche, mais ils n'étaient pas du tout anti-marché. Ils pensaient que les relations commerciales étaient une très bonne chose
pour, là encore, créer des liens de solidarité. Il voulait créer une cité mondiale à Bruxelles et ensuite à Genève après 1918, qui, là encore, permettait aux gens de se rassembler. Il y aurait les Jeux Olympiques. Le mouvement de l'Olympisme était... Donc, Pierre de Coubertin faisait tout à fait partie de ce mouvement des internationalistes, dans l'idée d'un sport qui n'était pas du tout une course des différents États aux médailles avec des hymnes comme on le voit aujourd'hui, mais plutôt l'occasion pour des individus, indépendamment des États, et indépendamment de toute médaille, de pouvoir se mesurer et se rencontrer et partager et être en paix grâce au sport. Donc voilà quel était leur projet. Et leur réalisation, puisque ces gens très pragmatiques n'en sont pas restés à l'idée, comme un Kant, mais ont conçu très directement, ont mis la main dans le cambouis pour réaliser les choses qui allaient créer ces solidarités, mais ils n'ont pas réussi à empêcher la guerre, bien sûr. Alors, évidemment, c'est un échec terrible. Donc, Henri Lafontaine reçoit le prix Nobel de la paix en 1913. Ce n'est pas la meilleure année pour recevoir le prix Nobel de la paix. Et donc, leur entreprise échoue. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas du tout se décourager, mais redoubler d'énergie. Donc, dès que la guerre est déclarée, Henri Lafontaine, comme un certain nombre d'autres Belges, part à Londres. Et puis, très vite, il va être aux États-Unis pour essayer de faire entrer, pour essayer de mobiliser les cercles américains au profit de son projet. Il va d'ailleurs publier un ouvrage aux États-Unis en anglais qui s'appelle Magnissima Carta, où on voit le rappel évidemment du grand acte de base de rêver en quelque sorte ou mythique des Anglais sous Jean sans Terre. Et quant à Paul Otlet lui-même, dans des conditions tragiques, son fils disparaît sur le front, il traverse le front pour récupérer, il pense récupérer son fils, il va en récupérer que le corps, il ne peut plus rentrer en Belgique puisqu'il est en pays ennemi, il va rester lui en France, mais il était très actif. Publie beaucoup dès la guerre, il publie énormément pour alerter les Anglais, d'abord il publie en anglais aussi, et puis il publie un très beau texte, un très beau livre en 1917 qui s'appelle le projet de constitution pour la Société des Nations. Comme vous voyez, il est pleinement dans le thème, dans lequel, alors comme Henri Lafontaine, comme d'autres, il propose vraiment une constitution de la Société des Nations. Alors, ils vont être assez vite déçus parce que la Société des Nations en reste à la souveraineté des États. Et pour Otlet et Lafontaine, les internationalistes, et c'est pour ça que c'est le grand ennemi, c'est la souveraineté. Parce que la souveraineté, c'est la guerre, en quelque sorte. Et que donc, eux proposent des choses qui vont advenir plus tard, comme le fait de mettre en commun des ressources. Les notions de patrimoine commun de l'humanité, c'est chez eux. Et l'idée d'État qui ne serait pas souverain dans le droit, et donc l'idée d'un droit qui ne serait plus international, mais supernational ou supranational. Et là aussi, ce sont des concepts qu'ils ont contribué avec leurs contemporains. Je pense à Georges Sell en France, par exemple, à diffuser. Et ce sont des idées qui finalement n'adviendront en Europe qu'après la Deuxième Guerre mondiale, qui les achève complètement. Ce sont de vieilles personnes et Henri Lafontaine meurt en 1943. Paul Otlet, le Mondanéum, toutes les millions de fiches du Mondanéum sont jetées à la rue sous la pluie par les Allemands. Paul Otlet les récupère en catastrophe dans son bureau. Et quand à la libération de Bruxelles, il vient symboliquement reprendre possession des lieux, mais il s'éteint quelques mois après. D'une certaine manière, on a détruit l'œuvre de sa vie.